Vous vous souvenez du Covid? Les géants pharmaceutiques ne s'en souviennent pas seulement, ils continuent aussi d'en tirer profit. Au cours des 3 dernières années, ils ont vendu des vaccins contre le Covid-19 pour un montant de 140 milliards de dollars. À titre de comparaison, c'est presque 2 fois plus que les revenus générés par la vente de biscuits sur la même période. Et cela ne concerne que les vaccins contre le Covid. Et il y a aussi l'insuline, les analgésiques, les antidépresseurs, les sirops contre la toux, pour ne citer que. La demande pour ces médicaments augmente et ne baissera sans doute jamais. Les géants pharmaceutiques vont continuer de profiter de notre santé. Derrière cette étiquette se cachent non seulement de grandes entreprises qui fabriquent des médicaments. Il s'agit du lobby le plus influent de l'histoire de l'humanité, bien plus influent que le lobby du sucre, auquel nous avons également consacré une vidéo. Vous avez sûrement entendu ici ou là que des médicaments contre le cancer existent en réalité. C'est juste qu'on ne nous le montre pas. Ou que la pandémie de Covid a été provoquée par les compagnies pharmaceutiques elles-mêmes, afin de s'enrichir ensuite grâce aux masques, vaccins et médicaments. Il existe des théories du complot encore plus folles et nous en parlerons aussi forcément. Nous discuterons également du côté obscur de l'industrie pharmaceutique, sans conspirationnisme et en nous basant sur les faits. La crise des opioïdes et les overdoses dont on parle aux informations ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Nous n'oublierons pas non plus d'évoquer ce qui fait que nous ne mourrons plus d'un gros rhume. Et enfin, nous comprendrons ensemble comment fonctionne cette industrie de la Big Pharma. Pourquoi les médicaments sont-ils si chers? Et selon quel schéma opèrent les lobbyistes de l'industrie pharmaceutique? Je ne suis ni médecin ni chimiste, donc même si je le voulais, je ne pourrais pas entrer dans les détails de la fabrication et de la composition des médicaments. Pour cela, nous avons été aidés par des experts du secteur pharmaceutique que nous avons consultés lors de la préparation de cet épisode. Nous avons aussi découvert comment fonctionnent les grandes entreprises et jusqu'où elles sont prêtes à aller pour atteindre leurs objectifs. En termes de bénéfices annuels, je comprends parfaitement que parmi mes spectateurs, il y en a qui évitent les pharmacies à tout prix. Et il y a aussi parmi vous des amateurs de compléments alimentaires qui en prennent une poignée dès le matin, ainsi que des fans d'antibiotiques. Mais le but de cette vidéo est de regarder Big Pharma du point de vue des affaires, de la politique et bien sûr de l'histoire. Avec une petite pincée de théorie du complot, juste pour relever le tout, vous êtes avec Fibe sur la chaîne où l'on ne se contente pas de raconter des histoires intéressantes, mais où l'on essaie aussi de les expliquer. Imaginez que vous êtes un habitant ordinaire de l'Empire russe à la fin du 19e siècle. Que faire si vous tombez soudainement malade et qu'il n'y a personne à qui envoyer chercher des médicaments? Il faudra aller vous-même à la pharmacie. Là-bas, c'est le pharmacien qui vous accueille, cette personne derrière le comptoir. Vous lui décrivez vos symptômes, maux de tête, fièvre, indigestion. Il acquiesce, part dans la pièce voisine et non, il n'y cherche pas les poudres ou les potions toutes prêtes. Il commence lui-même à les préparer de ses propres mains ou bien il confie cette tâche à ses apprentis. Pour les symptômes les plus simples, il existait des préparations toutes prêtes, par exemple des teintures alcoolisées à la menthe. Si le cas était plus complexe, les pharmaciens sélectionnaient eux-mêmes les ingrédients, les traitaient et les mélangeaient, souvent même selon leurs propres recettes. Chez Anton Pavlovitch Tchekhov, dans une nouvelle justement intitulée « À la pharmacie », il faut exactement 1 heure pour préparer une commande. Pendant ce temps, l'état du personnage principal s'aggrave considérablement, et ce médicament coûtait 1 rouble et 6 kopecks. En monnaie actuelle, cela représente plus de 1000 roubles. Ce n'est pas rien. Tout cela parce que les volumes de production étaient vraiment minuscules. Il fallait se procurer les ingrédients un peu partout, comme on pouvait, et en plus il fallait consacrer beaucoup de temps à chaque client. D'où un tel prix. En somme, il y a 1 siècle et demi, le système était peu pratique. Et cela aussi bien pour ceux qui fabriquaient et vendaient les médicaments que pour ceux qui les achetaient. Mais il était possible de trouver des médicaments contre l'asthme ou un gros rhume, l'élixir Lemort à base de miel, de réglisse et d'opium, douleurs articulaires, la pommade Bombinge à base de vaseline, de menthol et de paraffine de pétrole. Problème d'estomac? Cette boisson viennoise, soit dit en passant, était considérée comme un laxatif. Ou Kinderbalm. D'ailleurs, beaucoup de gens ont réussi à s'enivrer avec ces 2 dernières drogues, souvent jusqu'à en mourir. Voici à quoi ressemble Hawthorne 19. Siècle.
Seuls les habitants de la capitale et des grandes villes pouvaient boire du Kinderbalsam. Plus la localité était petite, plus le choix y était pauvre. Ce qui est compréhensible. Le niveau des spécialistes était plus bas et la livraison des ingrédients plus coûteuse. Mais il faut aussi garder à l'esprit que la demande pour des médicaments spécialisés, là-bas, elle était presque nulle. Vous avez besoin de quelque chose d'inhabituel. Veuillez donc atteler les chevaux et secouer pendant 1 jour et demi en route vers la ville de district. Ou acheter ce qu'il y a, des teintures alcoolisées, des huiles essentielles et de l'homéopathie. Espérez le meilleur. Et si vraiment vous n'avez pas de chance et que vous vivez dans un village ou une toute petite ville, vous n'avez pas accès aux pharmacies. De nouvelles pharmacies y ouvraient très rarement. Pour une raison très simple, le manque de personnel. Si vous vouliez ouvrir un tel établissement, il vous faudrait suivre une formation. 5 à 6 ans pour devenir assistant pharmacien, passer un examen, puis travailler 2 à 3 ans. Dans une pharmacie de campagne militaire, passer encore un examen, puis terminer l'université et, au minimum, soutenir une thèse. La conception et la préparation des médicaments ne sont pas confiées à n'importe qui. Au final, sous Pierre Ier, de 1701 à 1713, seulement 8 pharmacies privées ont ouvert à Moscou. Savez-vous combien il y en avait à la fin du XVIIIe siècle ? 10. Pour une ville de 250 000 habitants et seulement 100 dans tout le pays. En 1864, dans l'Empire, il y avait une pharmacie pour 7 000 habitants. À titre de comparaison, l'an dernier, une pharmacie desservait en moyenne 1800 Russes. Seuls les pharmaciens modernes achètent les médicaments, ils ne les fabriquent plus eux-mêmes. Réfléchissez-y, il y a 150 ans, un seul pharmacien ne traitait que 6 000 ordonnances par an. À l'époque, l'industrie pharmaceutique ne suffisait même pas à fournir à chaque habitant du pays au moins un médicament par an. À titre de comparaison, aujourd'hui, 2 tiers des Russes vont chercher des médicaments ou en commandent la livraison 1 fois par mois ou plus souvent. Et cette situation n'était pas propre à notre pays. Au Royaume-Uni du XIXe siècle, les chiffres étaient à peu près similaires, et pourtant c'était une superpuissance de l'époque. La pharmacie était tout simplement si peu développée que personne ne pouvait entièrement compter sur elle, peu importe où il vivait. À l'époque, on l'appelait même autrement, la pharmacie. Il y a seulement 200 ans, l'industrie des pharmacies était à peine plus développée qu'à la fin du XVIe siècle, lorsque Ivan le Terrible ouvrit la première pharmacie de Russie à la cour. Certes, les chimistes s'affairaient, penchés sur des plantes et des organes d'animaux, mélangeant les extraits d'une nouvelle manière, mais il n'y avait pas de percée qualitative. Toujours la même production à petite échelle, le travail manuel et des médicaments peu efficaces. La pharmacie n'a atteint un nouveau niveau qu'à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, et pour cela, elle devait vivre une révolution. Les gens avaient compris, depuis l'Antiquité profonde, que l'opium pouvait être utilisé comme analgésique. À l'époque, on utilisait alors une émulsion solidifiée provenant des capsules de pavot. Il était utilisé à peu près sous cette forme jusqu'au début du XIXe siècle. Les autres médicaments étaient à peu près similaires. C'étaient des substances, issues de plantes ou d'animaux, contenant des substances biologiquement actives. Au début du siècle, on a réussi pour la première fois à isoler une telle substance, c'est-à-dire à l'extraire, à l'obtenir. Cela a été fait soit par l'allemand Friedrich Serturner, soit par le français Jean-François Desrosnes. À peu près à la même époque, ils ont obtenu de l'opium de la morphine pure. C'est-à-dire qu'au lieu d'une poudre ou d'un extrait contenant des molécules inutiles, ils avaient enfin entre les mains un médicament, avec une concentration de 100%. Après la morphine sont venues la quinine et la santonine. La première a été isolée de l'écorce, la seconde des fleurs. Nous avons parlé plus en détail de la quinine et de la façon dont elle a aidé les colonisateurs dans l'épisode sur la conquête de l'Afrique. L'obtention de médicaments purs est la première étape de la transformation de la pharmacie. La deuxième étape, c'est la synthèse. En 1832, Justus von Liebig a synthétisé l'hydrate de chloral, qui a commencé à être utilisé comme somnifère et sédatif. Pourquoi cela était-il important ? Désormais, pour obtenir des médicaments, il n'était plus nécessaire de récolter des plantes ou des organes d'animaux. Il ne fallait que des réactifs et du matériel. À ce moment-là, la production de médicaments s'est détachée de la botanique et est devenue une industrie à part entière. Et c'est justement à ce moment-là que la révolution industrielle est arrivée.
Troisième étape de la transformation. À la moitié du 19e siècle, la technologie avait atteint un niveau permettant la production de masse de médicaments synthétiques. L'isolement et l'obtention des substances elles-mêmes se sont également accélérés. De plus, de nouvelles formes de médicaments sont devenues accessibles. Comprimés, gélules et injections. Les effets positifs de cette révolution à grande échelle ne se sont pas fait attendre. Premièrement, les médicaments sont devenus plus efficaces. Il est plus facile de standardiser le travail en usine, de réaliser un contrôle qualité et d'améliorer les formules. Deuxièmement, ils sont devenus plus accessibles. Merci à l'effet d'échelle. C'est lorsque les coûts de production de chaque produit diminuent si tu fabriques ce produit en masse. Ce principe fonctionne aussi pour les médicaments. Mais le plus important, c'est que les pharmaciens ont enfin commencé à gagner de l'argent et à bien gagner leur vie. Ils ont alors eu une motivation pour investir dans la recherche et le développement. L'insuline, par exemple, était autrefois un médicament incroyablement cher et rare, jusqu'à ce que la société américaine Eli Lilly trouve comment le produire à l'échelle industrielle. Le capitalisme s'est emparé du domaine de la santé humaine, et grâce à cette avancée, l'état de santé, au moins en Europe, s'est nettement amélioré. Voici seulement quelques graphiques. La mortalité infantile. Jusqu'au milieu du 19e siècle, elle diminuait à peine, puis en seulement 100 ans, elle a chuté presque jusqu'au niveau actuel. La mortalité des habitants des villes suédoises due aux maladies transmises par l'eau ou par l'air a été divisée par 4 en 60 ans. Parlons maintenant de l'espérance de vie. La hausse la plus marquée a commencé dans la seconde moitié du 19e siècle. C'est également à cette époque qu'elle a commencé à augmenter en moyenne dans le monde entier. Il est évident que le mérite n'en revient pas seulement à la pharmacie, mais aussi à la médecine dans son ensemble, ainsi qu'à l'installation de réseaux d'eau potable, à l'industrie alimentaire et à d'autres facteurs. Mais les recherches montrent que les médicaments efficaces, bon marché et produits en masse ont bel et bien joué un rôle significatif. Il y a bien sûr aussi eu des erreurs. La héroïne et la cocaïne étaient autrefois considérées comme des anesthésiques et des remèdes contre la toux. D'ailleurs, la première a été développée comme alternative à la morphine, qui à cette époque était passée du statut de médicament à celui de simple drogue. L'héroïne, contrairement à la morphine, était censée, selon l'idée de départ, ne pas provoquer de dépendance. Vous pouvez sans doute deviner si ce plan a fonctionné ou non. Et il y a eu de nombreux exemples similaires d'échecs à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Il y avait aussi la solution de Donovan à base d'arsenic et de mercure, la boisson énergisante Raditor contenant du véritable radium, qui faisait littéralement tomber la mâchoire des gens, ou encore le sirop calmant pour enfants de Mrs. Winslow à base de morphine et d'alcool, qui fut ensuite surnommé le tueur d'enfants. Des milliers de bébés en sont morts. Il faut comprendre que les concepteurs de ces médicaments ne voulaient tuer personne, du moins la plupart d'entre eux. Voilà le problème. C'est le même que pour la lobotomie, à propos de laquelle nous avons aussi une vidéo séparée. Des médicaments inefficaces et dangereux étaient vendus simplement parce que des traitements efficaces et sûrs n'avaient pas encore été inventés à l'époque. L'État essayait de réguler l'industrie pharmaceutique, mais il manquait de ressources et d'expérience pour exercer un contrôle efficace. Tout fonctionnait selon les principes d'un même. Ça ne devrait pas exploser. Depuis le 19e siècle, beaucoup de choses ont changé. Qu'est-ce qui a changé ? Mais les pharmacies avec des mini-laboratoires existent toujours depuis cette époque. Aujourd'hui, il existe encore des endroits où l'on peut vous préparer des médicaments directement sur place. De tels médicaments sont appelés préparations magistrales, mais cela reste tout de même une exception à la règle. Depuis le milieu du 19e siècle, les alchimistes apothicaires ont été remplacés par de grandes entreprises dotées de leurs propres usines. Voyons à travers des exemples d'où viennent ces entreprises. Passons en revue les géants du secteur. Commençons par Eli Lilly. Son nom est celui de son fondateur qui, en 1876, a commencé à produire la quinine et d'autres médicaments de base. À cette époque, les médicaments. À ce moment-là, l'entreprise comptait seulement lui-même, son fils et 2 autres employés. 2 ans plus tard, Lilly a embauché son frère au poste de responsable marketing et celui-ci a commencé à promouvoir les produits dans tous les États. L'entreprise est devenue prospère grâce à 2 facteurs, l'innovation et l'expansion de la production. Lilly a inventé un enrobage gélatineux et sucré pour les capsules et les comprimés, ainsi que des médicaments au goût fruité. Il était bien plus facile de faire la publicité de ces produits que du simple quinine amer. La suite n'était plus qu'une question de technique. Pour répondre à la demande croissante, il a fallu acheter et construire de nombreuses usines.
C'est la même histoire pour Merck, Roche, Pfizer et de nombreuses autres entreprises. Les histoires sont toutes très typiques. Un entrepreneur privé, un chimiste ou un médecin a fondé ou hérité d'une pharmacie. Il l'a modernisée, a rencontré le succès et en a fait une grande entreprise. Il y avait aussi d'autres exemples, comme AstraZeneca, celle-là même qui a fabriqué les vaccins contre le Covid, qui est apparue grâce à la fusion de deux entreprises. Sandoz, qui fait aujourd'hui partie de Novartis, a d'abord produit de la peinture pendant ses 10 premières années, tandis que Johnson & Johnson s'est d'abord spécialisé dans les vêtements et instruments chirurgico-stériles. Voici le top 10 des plus grandes entreprises pharmaceutiques du monde. Et si l'on ne compte pas les fusions et acquisitions, presque toutes ont été fondées au XIXe siècle. Le pic de croissance du secteur a eu lieu, quelque part au début du XXe siècle. Vous n'avez pas eu le temps de fonder une méga-entreprise à succès à cette époque? Alors, votre train est déjà parti, le marché a été occupé par les grands acteurs. Et ils ne laissent pas n'importe qui entrer sur leur terrain. Ça sonne comme un complot, non? Voyons cela de plus près. Qu'est-ce que la Big Pharma, au juste? Il n'y a pas de réponse précise à cette question, car la définition est plutôt subjective et journalistique que scientifique. D'un côté, ce sont les plus grandes entreprises pharmaceutiques. J'ai déjà donné leur liste? Logique. Elles sont grandes, donc big, mais il existe d'énormes entreprises dans tous les secteurs et beaucoup y gagnent nettement plus. Mais pour une raison inconnue, nous n'avons jamais entendu parler de Big It ou de Big Retail. Une autre version. L'industrie pharmaceutique englobe l'ensemble du secteur. Les 10 premières entreprises représentent 56% du marché pharmaceutique mondial. 3,3 milliards de dollars sur 6. Les 10 suivantes, qui comprennent par exemple Sanofi et Moderna, représentent 16% supplémentaires. 930 milliards. En général, quand on parle de grands groupes pharmaceutiques, on fait essentiellement référence aux dirigeants qui donnent le ton à l'ensemble du secteur. Les autres joueurs ne sont que des pions, tant en termes d'influence sur nos vies qu'en termes de lobbying. À propos de lobbying, une autre définition de Big Pharma, c'est précisément l'alliance des lobbyistes de l'Association américaine pour la recherche et la production pharmaceutique. Autrement dit, ce sont des professionnels du secteur qui défendent les intérêts de leur marché auprès du gouvernement. Ils le font à l'aide d'argent. Tous les chiffres sont publics car telle est la nature même du lobbying. L'année dernière, cette association et les compagnies pharmaceutiques ont dépensé près de 388 millions de dollars pour convaincre les membres du Congrès américain, c'est-à-dire les députés. C'est plus que n'importe quel autre secteur. Depuis le début du siècle, ce montant a presque quadruplé. Autrement dit, ce qui distingue Big Pharma des autres secteurs, c'est qu'ils n'hésitent pas à dépenser d'énormes sommes pour faire avancer leurs intérêts communs auprès des autorités. Pourquoi dépenser autant d'argent? C'est très simple. En général, ces fonds servent à empêcher les autorités d'adopter des lois qui réduiraient le prix des médicaments ou fixeraient un plafond tarifaire. Tu dépenses 1 million ou 2 en pots de vin légaux et tu récupères 2 ou 3 fois plus sur des médicaments coûteux. Nous n'allons pas nous plonger aujourd'hui dans les méandres de la politique américaine, mais là-bas, ce genre de choses arrive tout le temps. Par exemple, il y a 20 ans, Big Pharma a en fait interdit à l'État de fixer les prix des médicaments dans le cadre des programmes sociaux. Et au final, aujourd'hui, les États-Unis sont le pays où les médicaments sur ordonnance sont les plus chers. La même boîte de comprimés y coûte 2, voire 3 fois plus cher qu'au Canada, en Allemagne ou en Grande-Bretagne. La différence de revenus entre ces pays, comme vous pouvez l'imaginer, n'est pas si grande que ça. Le lobbying, c'est clair, mais ce n'est pas un phénomène unique. Des lobbies pour tout et pour tout le monde. Il semble y avoir une autre raison pour laquelle beaucoup accusent l'industrie pharmaceutique de collusion ou de complot. Le fait est que ce n'est pas seulement un secteur important, mais un secteur existentiel. Contrairement à d'autres secteurs, l'industrie pharmaceutique a pris ses responsabilités envers ce que nous avons de plus précieux. Pour nos vies, si ce secteur ne vise pas à soigner les maladies, mais à générer des profits, nous nous sentons en danger. Et nous recherchons immédiatement une menace et essayons de trouver comment l'éliminer. Parce que c'est à peu près tout. Notre cerveau, lorsqu'il perçoit une menace, il est physiquement incapable de penser. Et il existe au moins 2 autres exemples dans d'autres secteurs où on leur attribue aussi le mot « big ». Il s'agit du tabac et du pétrole. La situation est la même qu'avec l'industrie pharmaceutique. Les fabricants de tabac sont eux aussi responsables de la vie de leurs clients, ou plutôt de leur mort.
Et là aussi, d'énormes sommes d'argent vont dans la poche des politiciens pour influencer les esprits. Avec le secteur pétrolier, c'est encore plus impressionnant. Pour de nombreux pays, c'est un secteur tout aussi fondamental que la pharmacie. Pas d'exportation de pétrole, pas de budget. Les plus grandes compagnies pétrolières disposent souvent de plus d'argent et d'influence que des pays entiers. Les produits pharmaceutiques sont eux aussi d'une importance existentielle. Ils sont liés à notre existence sur cette planète. Si vous avez la malchance de tomber gravement malade, c'est justement des produits pharmaceutiques que dépendra votre vie ou votre mort. Quand il s'agit de questions de vie ou de mort, l'influence de cette industrie monte en flèche jusqu'au ciel. L'attention qu'on lui porte, la révérence ou la haine. Les sentiments envers l'industrie pharmaceutique se situent à peu près au même niveau, car il est impossible d'éviter complètement les médicaments. En ce qui concerne les cas où il faut se soigner d'une maladie, vous pouvez bien sûr utiliser des remèdes populaires. Mais il faut toujours garder à l'esprit l'histoire de Roman Kostomarov que les médecins ont miraculeusement ramené d'entre les morts alors qu'il était convaincu que plonger dans un trou de glace et aller au sauna renforcerait son immunité, et non l'affaiblirait jusqu'à un état critique. Un vaste champ de paperasserie. Et cette importance existentielle de l'industrie pharmaceutique, c'est un mélange explosif qui provoque une montée d'émotions. Après les histoires que je vais vous raconter maintenant, cela deviendra évident. Il y a 4 ans, des ONG américaines ont découvert que, sur 10 ans, plus d'1 million de retraités aux États-Unis mourraient plus tôt qu'ils n'auraient dû. Vous savez pourquoi? Uniquement parce que les médicaments sur ordonnance sont devenus trop chers, les dommages causés par les complications qui auraient pu être évitées s'élèveront à près de 18 milliards de dollars. Des dommages pour les Américains eux-mêmes, bien sûr, et non pour les compagnies pharmaceutiques qui continuent de faire pression pour maintenir des prix élevés sur les médicaments. Évidemment, pour les citoyens ordinaires, les actions de Big Pharma dans une telle situation suscitent au minimum de l'incompréhension et au maximum des accusations de collusion mafieuse. Dans les pays en développement, c'est carrément la folie. L'Afrique du Sud est en tête en ce qui concerne la part de citoyens vivant avec le VIH. Pour qu'une personne avec ce diagnostic puisse mener une vie normale, elle a besoin de médicaments antirétroviraux spécifiques, naturellement brevetés. Les interventions chez eux coûtent entre 10 et 15 000 $ par an. C'est impossible pour eux, cher. C'est pourquoi, au début des années 2000, les autorités ont autorisé les entreprises locales à produire des analogues dans le pays en contournant les brevets. Et aussitôt, 40 sociétés pharmaceutiques transnationales ont porté plainte contre l'État pour cela. Heureusement, les ONG et les pays européens se sont mobilisés pour soutenir l'Afrique du Sud. L'affaire a été résolue en faveur des personnes atteintes du VIH. Mais qu'est-ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu tout ce tapage ? La réputation et une forte pression de toutes parts sont des freins rares qui empêchent les entreprises de faire n'importe quoi. D'un côté, c'est assez triste. Il s'avère que notre santé est entre les mains de gens d'un cynisme absolu. D'un autre côté, il ne faut pas oublier que la vertu naît rarement de l'altruisme personnel et de nobles intentions. Il y avait une série très populaire qui s'appelait Sur écoute, The Wire. Depuis une vingtaine d'années, elle figure constamment parmi les meilleures séries du XXIe siècle. La série raconte comment la police de Baltimore lutte contre la criminalité. Sa principale différence avec les autres séries, c'est à quel point elle est terre-à-terre et réaliste. Il n'y a ni héros ni méchants. Les policiers, comme tout le monde, veulent plus d'argent, des promotions et travailler le moins possible. Les politiciens ne se battent pas pour la vérité, mais pour le pouvoir, les budgets et les voix des électeurs. Chacun ne veut que le meilleur pour lui-même. Mais au final, il arrive souvent que de cet égoïsme, que nous le voulions ou non, naisse le bien commun. Et dans cette même logique, le fait que les grandes entreprises fassent des compromis uniquement pour leur réputation afin de satisfaire les actionnaires, c'est aussi la norme. Autrement, en principe, cela n'arrive pas souvent. Et à l'ère de la transparence de l'information, lorsqu'à cause d'un simple post sur les réseaux sociaux avec une plainte, des dizaines d'employés d'une grande entreprise courent en panique pendant plusieurs jours, il est devenu plus facile de faire pression sur les grandes entreprises. Ce qui, pour nous, en tant que consommateurs, est excellent. Par exemple, Johnson & Johnson a finalement accepté d'indemniser les victimes de sa poudre pour bébé, 6,5 milliards de dollars après de longues années de procès et plusieurs tentatives de faillite. Mais tout de même, c'est un résultat de la pression publique que certains politiciens utilisent dans leur propre intérêt. Et c'est pourquoi cette pression devient encore plus forte. Au final, la situation s'équilibre au moins parfois.
De plus, une bonne image et une bonne réputation sont des incitations à faire de la charité. En 2016, aux États-Unis, les 5 plus grands fabricants de médicaments ont dépensé 7,4 milliards de dollars à cet effet. C'est 20 fois plus que ce que tout le secteur investit dans le lobbying. Les sceptiques diront, il est vrai, que cela aide les entreprises à payer moins d'impôts. Des acteurs comme Merck, Pfizer, GlaxoSmithKline et d'autres géants. Parfois, ils sont obligés de simplement distribuer gratuitement des médicaments dans les pays en développement et d'y annuler leurs brevets. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout cela? Big Pharma n'est ni bonne ni mauvaise. Elle profite simplement, comme toute entreprise, de toutes les failles possibles pour augmenter ses profits. Qu'elles soient légales, grises, morales ou pas vraiment. Les affaires sont les affaires. D'autant plus que les recettes servent à payer les impôts, les salaires et à financer de nouvelles recherches. Plus une entreprise a d'argent, plus elle inventera de nouveaux médicaments. Sinon, avec quel argent les développer? Cela peut sembler un peu effrayant, mais les jugements moraux sur l'industrie pharmaceutique seront toujours trop subjectifs pour qu'on puisse s'y fier uniquement. C'est vrai, même moi j'ai parfois du mal à justifier les manœuvres des grands groupes pharmaceutiques. En marketing. On vantait déjà les médicaments bien avant la pharmacie moderne. À l'époque, ils étaient purement naturels. Prenez le café. En Éthiopie, son berceau, on l'utilisait contre les maux de tête. On a saupoudré les plaies de poudre de café. Il y a 1000 ans, le médecin Avicenne, ou Ibn Sina, affirmait que le café était bénéfique pour l'estomac, purifiait la peau et lui donnait une odeur agréable. Cependant, c'est un simple serviteur, Pasqua Rosé, qui a fait de cette boisson une panacée en ouvrant le premier café de Londres au XVIIe siècle. Il racontait à ses clients que le café soulageait la toux, les œdèmes, le scorbut, la goutte et, en plus, soignait la vue. Grâce à une telle publicité sans détour, il a contribué à l'émergence d'une véritable industrie. On peut discuter longtemps des qualités du café. L'essentiel, c'est qu'il est délicieux et revigorant, surtout si vous le préparez avec la cafetière Redmond CM 702. À l'intérieur, on trouve une pompe provenant d'un fournisseur de machines à café professionnel, de sorte que le café n'est pas moins bon que dans un café. Vous pouvez préparer 6 types de boissons, de l'espresso au double latte. Elle est dotée d'une machine à cappuccino intégrée qui produit une mousse épaisse et onctueuse. Les portions peuvent être adaptées à vos goûts. En moyenne, un remplissage d'eau et de lait suffit pour 10 personnes. Tasse. D'ailleurs, la tasse peut être réchauffée avant d'être servie sur un support spécial. C'est meilleur comme ça. Si vous souhaitez également déguster un délicieux café, suivez le lien dans la description ou le code QR à l'écran et évaluez la cafetière. Redmond CM 702. Nous allons maintenant explorer de manière beaucoup plus approfondie les grandes réussites marquantes, ainsi que les épisodes les plus sombres et controversés de toute l'histoire de l'industrie pharmaceutique. Difficile de ne pas admirer le marketing des grands groupes pharmaceutiques. Même Bernays ne s'autorisait pas de telles manipulations habiles. Peu de gens savent que même Coca-Cola, avec sa publicité virale, est aussi une création de l'industrie pharmaceutique. En effet, le soda était à l'origine un médicament. Il ne s'agissait pas seulement des feuilles de coca, considérées comme bénéfiques, mais aussi de l'eau gazeuse elle-même. Elle a été inventée pour imiter l'eau médicinale des sources minérales. C'est peut-être pour cela que certains médecins, encore aujourd'hui, pour moi c'est un mystère, recommandent le cola en cas de diarrhée. Déjà dans les années 1830, les fabricants de médicaments avaient recours à la désinformation. Cela allait jusqu'à de véritables guerres médiatiques. À l'époque, en Grande-Bretagne, James Morrison, un génie autoproclamé de la médecine, critiquait violemment les médicaments à base d'arsenic et de mercure. Par exemple, il commandait des caricatures dans les journaux pour se moquer de cette méthode de traitement. Voici un homme qui a pris de l'arsenic et qui sent maintenant la mort approcher. Et là, on essaye de le soigner avec de la strychnine. Le médecin rassure sa femme en disant « Au moins, elle deviendra belle, veuve ». Pourquoi faisait-il cela? Évidemment, pour promouvoir ses propres pilules à base de légumes. En réponse, les partisans des médicaments synthétiques commandaient leur propre mème à l'ancienne sur les pilules de légumes. C'était encore plus amusant. Par exemple ici, un fan de Morrison s'est lui-même transformé en potager. Les publicitaires de la vieille école essayaient même d'être sarcastiques. Sur cette image, un homme sans jambes, elles ont repoussé comme par magie.
Les publicitaires de l'industrie pharmaceutique ont toujours aimé utiliser des ambassadeurs et des influenceurs dans leurs campagnes. Et pas n'importe lesquels. Ici, les stars de notre épisode sur les casinos en ligne passent au second plan. Le chimiste Angelo Mariani, par exemple, a recruté pour ce rôle 2 papes romains, Léon XIII et Pie X. Pie, imaginez-vous, a même posé pour une affiche publicitaire. Qu'est-ce qu'il faisait, la publicité? Le vin, c'est... Pour une telle publicité, il aurait très bien pu rejoindre le rang des autres papes pécheurs dont nous avons parlé dans l'épisode sur la pornocratie au Vatican. Le 50e est devenu tellement accro à ce mélange infernal qu'il a même décerné à Mariani, le chimiste, une médaille d'or du Vatican. Aujourd'hui, l'industrie pharmaceutique utilise elle aussi des célébrités pour promouvoir des médicaments. Voici John Bon Jovi faisant la publicité d'une version d'ibuprofène. Et voici Kim Kardashian prenant un selfie avec un médicament destiné aux femmes enceintes. Ici, l'ancien sénateur américain et candidat à la présidence Bob Dole fait l'éloge du Viagra. Cela s'appelle la promotion directe ou la publicité D2C, directement auprès du consommateur. Cela inclut les ambassadeurs célèbres, la télévision et Internet, ainsi que les journaux et les panneaux publicitaires. En Russie, ce type de publicité est autorisé pour les médicaments en vente libre, mais avec des restrictions. C'est également le cas dans la plupart des pays. La publicité pour les médicaments sur ordonnance n'est autorisée qu'aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande. Mais il y a quelque chose de bien plus intéressant, un autre type de marketing, celui qui vise les professionnels. Autrement dit, lorsque les entreprises persuadent les médecins et les spécialistes qu'il faut absolument prescrire leurs médicaments à leurs patients. Et ces derniers convainquent ensuite les patients. Comment cela fonctionne-t-il? Supposons que vous deviez promouvoir votre nouveau médicament. La méthode la plus fiable consiste à publier un article dans une revue scientifique respectée. L'article expliquera que votre comprimé ou injection est plus efficace de tant de pourcents que les autres, que les patients guérissent dans un certain pourcentage de cas. Les médecins qui lisent les revues respectées verront cela et recommanderont votre produit à leurs patients. On peut obtenir le même résultat en envoyant dans les cliniques un représentant officiel qui parlera à tout le monde du nouveau médicament. Au final, tout le monde y gagne, vous, les médecins et les patients. Mais il y a un « mais », cela n'arrive que dans un monde idéal. En réalité, il existe tout un tas d'astuces que Big Pharma utilise pour augmenter.